Yves-Frédéric Livian. Bonjour. Yves-Frédéric Livian, vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lyon, IAE de Lyon School of Management. Vous venez de diriger avec Marc Bidan, édition EMS, les grands auteurs aux frontières du management. Nous faisons toute une série d'émissions sur ces grands auteurs aux frontières qui nous permettent de nous régénérer, de nous stimuler, de voir autrement toute cette question du management. On va parler ensemble d'un chapitre que vous avez écrit, Gayatri Chakravorty, excusez-moi si je bute un peu, Gayatri Chakravorty Spivak, la révolte des subalternes. C'est absolument passionnant et ô combien parlant dans le contexte actuel, post-crise sanitaire, où les subalternes tout à fait. ont fait un retour sur le devant de la scène. Alors, la révolte des subalternes. Peut-être d'abord quelques mots sur Spivak, on va dire Spivak, voilà. On va aller plus vite. Alors, Gayatri Chakravorty Spivak, c'est une professeure à l'Université de Columbia, d'origine indienne. Elle a émigré du Bengale il y a très longtemps. C'est une femme qui vit toujours, qui est née en 1942, qui a d'abord été connue comme professeure de littérature. C'est la traductrice de Derrida en anglais. Déjà, c'est pas simple. C'est pas rien. Et évidemment, elle serait très étonnée de savoir qu'elle est évoquée dans un ouvrage qui s'appelle « Aux frontières du management », parce que bien sûr, elle ne parle pas du tout de management, elle est spécialiste du discours et de la littérature, mais c'est devenu une des auteurs principales du courant postcolonial ou décolonial et féministe contemporain, et elle a une grande renommée internationale, au-delà du caractère même très difficile de ses ouvrages. Donc, c'est pour ça qu'il nous a paru nécessaire qu'elle soit présente dans cet ouvrage. Dans cet ouvrage. On pense à tous ceux qui nous écoutent là et qui ont du mal parfois à comprendre, y compris dans les entreprises, comprendre ce qui se passe, voilà, cette libération de la parole des femmes avec MeToo, etc. Enfin voilà, toutes ces interrogations autour de la question du genre aussi. Là, finalement, vous nous faites plonger dedans. Ça résonne, pour reprendre votre première partie, ça résonne. Alors, qu'est-ce qui résonne ? Alors, c'est une œuvre assez foisonnante qui n'est pas très facile, et donc justement l'un des buts du chapitre, ça sera peut-être d'initier, de la rendre un peu accessible à des lecteurs francophones. J'ai retenu principalement, ce qu'il a fait le plus connaître, c'est ses développements autour de la notion de subalterne, du subalternisme. Bon, subalterne, c'est pas elle qui a inventé le mot, c'est un mot c'est un concept qui est emprunté à Antonio Gramsci, théoricien marxiste italien mort en 1937, et par les hasards que seule l'histoire intellectuelle mondiale peut révéler, Gramsci a été beaucoup lu en Inde par des historiens qui voulaient renouveler la vision de l'histoire de l'Inde, notamment post-coloniale. Et donc, elle a fait partie de ce groupe qui s'est appelé à une époque Subaltern Studies, qui est un groupe d'historiens créé dans les années 80, d'historiens indiens qui ont voulu faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire par le bas, c'est-à-dire non pas l'histoire des castes dirigeantes et de l'indépendance et des leaders politiques, mais des déclassés et des castes inférieures, des intouchables, etc. Et donc elle a fait partie de ce groupe-là, elle a gardé la notion de subalterne de cette origine-là. Puis ensuite, considérant que le groupe des subalternistes était trop centré sur le passé, le retour à des traditions indiennes, le rejet de l'Occident, etc., elle a elle-même formulé ses propres idées, qui ne constituent pas d'ailleurs une théorie cohérente. Il ne faut pas chercher des modèles. Ne revendique pas d'ailleurs. Non, il ne faut absolument chercher aucun modèle théorique nouveau qui, par miracle, pourrait... La notion de subalternisme est utilisée dans certaines thèses, y compris de gestion, en Inde aujourd'hui, mais il n'y a pas un cadre théorique cohérent. Il y a surtout le fait qu'elle nous fait toucher du doigt des populations, au fond, dont on ne parlait pas jusqu'à présent, donc les subalternes. Qui ne figurent dans aucun tableau de bord. Voilà, qui ne figurent dans aucun tableau de bord, qui ne sont pas en bas de l'échelle puisqu'ils sont hors d'une échelle, qui n'ont pas de revendications parce que personne n'est capable d'exprimer leurs revendications et que peut-être, dit-elle, personne ne les écouterait. Donc il y a là l'idée d'un ensemble de populations finalement très nombreuses,
qui sont, elle utilise l'expression, de l'autre côté de la division internationale du travail. J'aime beaucoup cette... Nous, au fond, en sciences de gestion, on est d'un certain côté de la division internationale du travail. On étudie les circuits logistiques, etc., etc. On fait des calculs de coûts. Puis il y a un autre côté. Un peu les invisibles dont on parle aujourd'hui. Et qui sont essentiels, c'est ça. Et qui sont essentiels au fonctionnement. Alors pourquoi les sciences de gestion s'intéresseraient à ces populations-là? Après tout, oui, c'est très triste, leur sort est très triste, mais après tout, on peut passer notre chemin. Non, effectivement, parce que on s'aperçoit qu'effectivement, ces populations sont souvent des populations essentielles pour le fonctionnement de l'économie. Alors, des paysans, des populations tribales, mais aussi des ouvriers, les ouvriers pakistanais qui sont en train de construire les stades pour la prochaine Coupe du Monde de football et qui ne sont pas dans les tableaux de bord des grandes compagnies. C'est les marins ukrainiens des bateaux à pavillon de complaisance. Et puis, c'est peut-être aussi, alors ça c'est pas du tout dans la vision de Spivak, mais si on cherche à raisonner à partir de Spivak, c'est peut-être aussi les travailleurs du clic dont on parle aujourd'hui, les travailleurs zéro contrat que nous connaissons dans les pays développés d'Europe. Donc c'est toute une série de populations qui sont en dessous des radars des sciences de gestion, qui ne sont pas dans les tableaux de bord et qui ne sont peut-être pas même non plus pris en compte dans les approches les plus ouvertes, type partie prenante ou RSE, ou etc. Donc il y a là effectivement un apport tout à fait intéressant, avec le fait que, bien entendu, beaucoup de ces populations-là sont des femmes. Et du coup, Spivak insiste beaucoup sur effectivement la double exploitation des femmes, à la fois exploitées par les structures coloniales, on rejoint d'autres auteurs, et puis l'exploitation par les structures patriarcales qui continuent à exister. D'ailleurs, la traduction, donc l'ouvrage date de 1988, il a été traduit. Il y a une nouvelle traduction en français qui date de 2020, et donc le traducteur français a mis les subalternes peuvent-elles parler? Il a mis, avec l'autorisation de Spivak, il a féminisé le titre, puisque en anglais il n'y avait pas de distinction homme-femme. Donc il s'agit bien aussi et surtout des femmes dans cette affaire. Juste pour donner voilà, les 7000 morts d'accidents du travail au Qatar sur les chantiers de la Coupe du Monde de football en 2020 ne figurent dans aucun tableau de bord social. Et ce ne sont sans doute pas les outils de responsabilité sociale de l'entreprise qui changent quoi que ce soit, tant les acteurs locaux et les communautés autochtones sont souvent exclus des dispositifs ou confinés à un rôle mineur. Un dernier point, Yves Livian, qui est tout à fait intéressant, de la distance aussi de Spivak par rapport à la pensée critique plus, plus habituelle. Alors ça, c'est aussi un autre point qui m'a intéressé, c'est que, alors c'est très cruel pour un intellectuel qui lit ça, parce qu'elle se méfie beaucoup des intellectuels occidentaux qui finalement regardent ailleurs, pour reprendre une expression, c'est-à-dire continuent à développer un discours mondialiste, mondialisé au fond, et sans véritablement prendre en compte les populations dont on parle. Et par conséquent, même ce qu'elle appelle les intellectuels bienveillants, peut-être certains lecteurs ou certains auteurs peuvent se sentir visés, concernés. Les intellectuels bienveillants, bon, c'est bien joli, mais ils continuent quand même directement à être directement ou indirectement complices des structures internationales, de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Et par conséquent, bon, effectivement, là encore, la RSE ou des tentatives d'ouverture des sciences de gestion, bien sûr, à elle ne lui paraîtrait pas suffisante. Alors, bien sûr, elle ne parle pas de ça en direct, puisqu'elle ne parle pas de management, mais si on fait un prolongement, on pourrait effectivement en tirer cette conclusion-là. C'est absolument passionnant. Gayatri Chakravorty Spivak, La révolte des subalternes, fait partie de ces grands auteurs qu'il faut découvrir aux frontières du management pour se régénérer et prendre un peu de distance avec soi-même et avec l'instant. Tout à fait. Merci Frédéric Livian.